à toutes et tous. Je suis Aurélie Chompré, je vais animer cette table ronde intitulée Bien commun, l'État peut-il tout ? Donc, de la nationalisation à la responsabilité de l'entreprise, du pouvoir normatif à la puissance des lobbies, de la centralisation à la démocratisation de l'entreprise, de l'intérêt privé au partage de la valeur et de ce qui fait commun. Quel rôle de l'État, de la puissance publique, quel rôle des corps intermédiaires et de l'entreprise ? Bonjour Aurore Laluc. Quel rôle de l'Europe n'y a-t-il que l'État pour servir l'intérêt général ? Et l'État peut-il tout ? Et peut-être au-delà de l'État peut-il tout, l'État doit-il tout ? Donc je commence par donner la parole pour échanger sur ce sujet à Myriam Deffery, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Paris Assas et avocate, avec une première question pour toi, Myriam, qui permettra peut-être un peu de cadrer aussi le débat et de partager sur les définitions, à savoir, c'est quoi finalement un bien commun ? Et y a-t-il une ligne, entre guillemets, de partage des eaux entre bien commun, intérêt général, intérêt collectif, bien collectif ? Je te laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation à participer à cette conférence, à intervenir sur le sujet des communs. Alors effectivement, en ma qualité d'universitaire déjà, je vais essayer de ne pas être trop conceptuelle ou abstraite. Donc on va parler des communs. Alors je viens du monde du droit, effectivement, et pas... je ne suis pas économiste, donc je parle sous contrôle des économistes, puisque Bon, parce que la théorie des biens communs nous vient plutôt de l'économie et des sciences politiques, et effectivement d'une classification et des travaux d'Elinor Ostrom sur les biens à partir de critères de rivalité, d'exclusion, et les biens communs sont juste ceux qui sont de libre accès, mais qui pourraient s'épuiser très vite finalement. Donc qui sont en danger assez facilement et pour lesquels on va faire appel à des formes de gouvernance particulières. On va tenter d'opérer un contrôle, d'éviter l'épuisement, tout simplement. On va essayer de mettre en place une protection particulière de ces biens. Donc initialement, c'est vraiment la nature de ces biens, que ce soit des ressources naturelles, des services, des infrastructures, qui justifie cette qualification un peu théorique de bien commun. Et ça a un petit peu évolué, on s'intéresse moins à leur nature aujourd'hui qu'à ce qu'on veut en faire. Donc c'est finalement plutôt cette volonté de les protéger d'une certaine façon qui va guider l'envie de mettre des biens dans cette catégorie de biens communs. Donc ça évolue un petit peu. Il y a vraiment cette idée de plus de gouvernance par le bas, de décision collective, de protection, de participation. D'où effectivement l'idée de transposer ça au service public, de mieux intégrer les usagers dans le fonctionnement des services publics. Enfin voilà, il y a plein d'applications possibles à la théorie des biens communs finalement. Mais, et là je vais mettre les pieds dans le plat en tant que juriste cette fois, les biens communs en droit ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la norme qui renvoie au bien commun. On a des propriétés privées, on a des propriétés publiques, on a une domanialité publique, une domanialité privée, mais il n'y a pas vraiment de bien commun. Ce concept n'existe pas dans la réglementation, ce qui nuit bien sûr à la réalisation de la théorie des communs et à la recherche un peu d'un idéal en ce sens de gestion commune de certains biens, de certaines infrastructures. On a, comme vous l'avez dit, des concepts proches, l'intérêt général, mais qui est traditionnellement plutôt défini du haut vers le bas dans notre culture juridique, ce qui ne va pas avec l'idée de la théorie des communs. On a le patrimoine commun de la nation, le patrimoine commun qui a été appliqué par le législateur en 83 au moment de la décentralisation des règles d'urbanisme pour parler du territoire, ce qui est assez intéressant parce que justement c'est là qu'on commence à voir cette idée de commun, de superposer à la propriété privée d'autres usages, d'autres exigences, et le fait que, oui, on peut limiter la propriété privée au nom d'autres enjeux, et ça s'applique aussi au marché finalement. Aujourd'hui, on peut extraire des biens du marché parce qu'il y a d'autres enjeux autour de ces biens, c'est un peu la même idée. Et donc, d'ailleurs, cette idée va suivre son cours, la notion de patrimoine commun va être étendue à l'eau, par exemple, et le législateur en 92 nous dit que l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, et quand on consulte les débats parlementaires de l'époque, on voit qu'il y avait eu un vrai débat sur la question de savoir si cette qualification de patrimoine commun entraînait une nationalisation de la ressource, ce qui aujourd'hui paraît incroyable d'une certaine façon,
Mais à l'époque, cette question avait vraiment été posée par les parlementaires et écartée par l'exécutif en disant non, l'idée c'est de fixer des principes dans cette loi sur l'eau, mais pas de nationaliser la ressource. Puis donc voilà, maintenant on a étendu cette notion de patrimoine commun à l'ensemble des ressources naturelles. Ce n'est pas une notion qui est réellement contraignante, elle est devenue un petit peu obsolète, puis elle revient sur le devant de la scène. Le Conseil constitutionnel y fait référence récemment par ces mentions dans le préambule de la Charte, dans les affaires, par exemple, sur l'enfouissement des déchets radioactifs. On pourrait en reparler plus tard du rôle du juge. Mais voilà, donc on a cette notion, mais qui, pareil, n'est pas vraiment contraignante, n'est pas vraiment délimitée. Le bien collectif, l'intérêt collectif, ça renvoie plutôt pour nous en droit au rôle des associations. Les associations vont défendre des intérêts collectifs. Et là, bon, on va rentrer dans une zone un peu plus floue. Les associations, des coopératives, des mutuelles, effectivement, peuvent défendre et protéger des intérêts collectifs qui seront définis donc au cas par cas, qui peuvent bien sûr recouper l'intérêt général, qui peuvent être similaires et aller dans la même direction. Mais voilà, là encore, on n'a pas de notion parfaite qui vienne définir ce qu'est un bien commun, et on ne retrouve pas cette expression dans les textes. Néanmoins, donc, cette idée, cette logique de bien commun, elle peut être appliquée. Elle peut être appliquée à la fois à des ressources. Donc effectivement, au droit de l'environnement, cette réflexion est portée par de nombreuses personnes. Comme je disais, l'exemple de l'air, de l'eau. Alors, parmi les notions juridiques, ce qu'on retrouve aussi, mais c'est assez ancien, c'est la notion de chose commune, qu'on retrouve même dans le Code civil napoléonien, qui nous vient même du droit romain. Les choses communes, ce sont dans le Code civil celles qui n'appartiennent à personne, sur lesquelles justement il n'y a pas de rapport de propriété privée et dont l'usage appartient à tous. Mais là aussi, ça devient un petit peu obsolète, c'est-à-dire que même sur les choses communes classiques, l'air, l'eau par exemple, on voit des formes de droits de propriété se créer, que ce soit des droits de propriété sur des titres, comme on le voit avec les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, où là c'est un peu indirect, mais ça entraîne, mine de rien, une forme d'appropriation, ou en tout cas de appropriation, peut-être pas de l'air, mais des usages de l'air, ou de marchandisation des usages de l'air, ça c'est certain. Et l'eau également entrait dans cette catégorie de choses communes, comme je disais, mais là aussi, finalement, la plupart des eaux sont rattachées indirectement à des régimes de propriété privée aujourd'hui, que ce soit les cours d'eau domaniaux, les eaux closes qui peuvent être appropriées, donc, la mare dans le jardin d'une personne, etc. Donc, enfin voilà, toutes ces choses communes, elles sont marchandisées, l'eau est vendue, et d'ailleurs c'est intéressant ça aussi, parce qu'on voit qu'une directive eau qualifiait l'eau de bien marchand, pas comme les autres. Donc on nous disait dans le texte, c'est un bien marchand, mais ce n'est pas un bien marchand comme les autres. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vous apporter la réponse, mais c'est assez intéressant. Non, je pensais qu'on pouvait peut-être poser la question à Nestlé pour ça. Mais au-delà de la blague, est-ce que la question qui peut être posée aujourd'hui, parce que tu évoquais le caractère collectif sur le plan notamment des associations, des mutuelles, etc., ce qui caractérise l'ESS, après on y viendra peut-être avec Benoît, mais est-ce qu'il n'y a pas la question qui est posée aujourd'hui, on y reviendra aussi dans le cadre peut-être des normes européennes, et Aurore nous en dira sûrement deux mots, mais sur la question de la mesure de l'impact, c'est-à-dire est-ce que c'est pas aussi aujourd'hui faire rentrer un bout de l'intérêt collectif et donc de l'intérêt général dans ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui sur la question de la mesure des externalités, si on le dit de manière négative, externalités négatives, voire de travailler sur ces externalités positives. Oui, ce qu'il y a à travers les communs, et effectivement, ce qui se cache derrière tout ça, c'est, comme on disait, une volonté collective, commune, de participer à la gestion de ces biens, et donc effectivement d'avoir un moyen d'entrer dans leur gestion, leur contrôle, leur protection, quand ce sont des entreprises qui sont amenées à exploiter des ressources ou des services. Ça va passer effectivement par peut-être un droit de regard grandissant sur l'activité de ces entreprises, voire la possibilité de leur imposer un mode d'action déterminé, ou de les taxer pour qu'elles payent effectivement si elles sont amenées par leur action à entraîner des externalités négatives trop importantes pour l'ensemble des citoyens. Et
clairement, oui, c'est un appel à à des usages superposés, à des participations citoyennes, renouveau du mode d'action des sociétés, mais aussi des pouvoirs publics, bien sûr. Merci Myriam. Je me tourne vers Pascal Demurger maintenant, donc président d'Impact France et directeur général de la Maïf. En tant que président d'Impact France, comment vous envisagez l'articulation entre l'État et l'entreprise dans la préservation des biens communs? Et puis deuxième question, quand même, je pense que je ne suis pas la seule à me poser, c'est comment ne pas faire de la responsabilisation de l'entreprise un outil du green ou du social washing? Je vais peut-être, si vous m'y autorisez, commencer par la deuxième question, qui me paraît plus générale, c'est-à-dire parler des entreprises en général avant de parler des entreprises spécifiques qui s'occupent de sujets d'intérêt général ou de biens communs, peu importe comment on les qualifie. Sur les entreprises en général, moi j'ai écrit un bouquin en 2019 qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire deux choses. D'abord, le partage d'une conviction, c'est que l'entreprise a effectivement des responsabilités sur son environnement. Le temps où Milton Friedman pouvait écrire, c'était il y a un peu plus de 50 ans, business of business is business. C'est-à-dire que le rôle de l'entreprise est exclusivement de s'occuper de ses affaires, de ses intérêts, de son intérêt social et finalement de ses résultats. Ce temps est révolu. On sait aujourd'hui que le poids des externalités négatives est trop important pour que l'entreprise néglige de s'occuper de réduire ces externalités négatives. Et puis la deuxième conviction que je partageais dans ce livre et qui est le fruit de mon expérience à la tête de la Maïf depuis bien longtemps, c'est que par ailleurs, il y a un modèle économique à construire autour d'un business responsable, j'allais dire, en tout cas autour de la prise en compte de la recherche d'un impact positif sur ces différentes parties prenantes. Ça commence par ses collaborateurs, c'est clair, ses clients également, et puis l'environnement en général et la société en général. Et à partir du moment où, en effet, on peut construire la résilience de l'entreprise de long terme sur cette prise en compte sur ces impacts positifs, alors, j'allais dire, le cercle vertueux est bouclé. Sauf qu'évidemment, dans la vraie vie, c'est pas aussi simple. Dans la vraie vie, on a des entreprises dont les actionnaires sont plus ou moins, mais quand même plus souvent plus que moins, attirés par une rentabilité rapide, par un ROI élevé et par la distribution de dividendes et la défense d'un cours de bourse à court terme extrêmement élevé. Et donc les entreprises négligent, parfois n'ont pas la capacité tout simplement à cause de leurs actionnaires d'investir sur cet impact positif. Et c'est là que les pouvoirs publics doivent intervenir, et c'est le rôle d'Impact France que d'inciter les pouvoirs publics à intervenir en ce sens pour créer l'environnement réglementaire et fiscal qui permettrait aux entreprises d'avoir un intérêt, y compris de court terme, à investir effectivement dans la recherche d'un impact positif, quelle que soit la nature de cet impact, environnemental ou autre, encore une fois. Pour ça, il y a plusieurs conditions. La première, vous l'avez très bien dit, c'est qu'il faut mesurer les impacts. C'est la raison pour laquelle moi j'ai été un défenseur ardent, et je me tourne vers Aurore, on a mené des combats communs en la matière de la directive CSRD, c'est-à-dire la directive sur la transparence extra-financière, la communication extra-financière des entreprises, qui, dans sa version originelle, plus que dans sa version actuelle, mais malgré tout, le texte existe, va permettre de comparer le niveau d'impact, négatif ou positif, des entreprises entre elles. Et ça, c'est la condition préalable pour qu'il puisse y avoir, à l'égard des entreprises, une modulation des aides publiques, éventuellement même, pourquoi pas, de la fiscalité, en fonction de leur impact réel. C'est-à-dire créer une incitation
y compris financières, pour que les entreprises soient tout simplement plus vertueuses dans leurs pratiques. Moi, je suis un combattant inlassable du sujet de la conditionnalité des aides publiques. On distribue en France 200 milliards d'aides publiques par an aux entreprises sous différentes formes, y compris d'allègement. On ne fixe aucune condition à l'attribution de ces aides. Aucune condition sur cette aide est conditionnée à l'amélioration de votre empreinte carbone, cette aide est conditionnée au fait que vous n'irez pas délocaliser tout simplement, etc., etc. De la même manière, je pense qu'il y a des choses intelligentes à faire en matière de fiscalité. Modulation de l'impôt sur les sociétés, par exemple, en fonction de l'impact de l'entreprise sur la société. Et non seulement c'est incitatif pour accélérer la transition de l'économie, mais en plus, d'un point de vue strict de gestion budgétaire de l'État, c'est pertinent parce que si j'accélère la transition, si je diminue les externalités négatives, c'est autant de dépenses futures que l'État aura de moins à prendre en charge. Ça, c'est, j'allais dire, le raisonnement un petit peu général pour l'économie dans son ensemble. Je pense que sur l'économie des biens communs, sur la prise en charge de l'intérêt général, partiellement par le secteur privé, les choses, évidemment, doivent se voir avec une acuité beaucoup plus importante. On ne peut pas simplement, dans ces domaines-là, avoir des politiques incitatives et espérer, d'une certaine manière, que les entreprises en charge de cet intérêt général ou de ces biens communs vont les prendre en charge de manière vertueuse. Et donc là, il faut évidemment infiniment plus de rigueur. J'entendais la fin de la table ronde précédente sur l'économie de la vulnérabilité, qui est un exemple assez, comment dirais-je, parlant de la question de la prise en charge d'intérêt général par des entreprises privées. J'entendais Victor Castanet expliquer qu'il y a des critères relativement simples à mettre en place pour suivre cette activité, suivre l'amélioration de la qualité dans ces différentes activités. Moi, je partage complètement son avis. Au moment où, justement, où le bouquin de Castanet est sorti il y a quelques années sur les EHPAD, sur le scandale Orpea, en réalité, avec à l'époque Éric Lombard, qui était le patron de la Caisse des dépôts et consignations, on est convenu de reprendre avec la Maïf la majorité du capital d'Orpea à l'époque, qui est devenu Emeis, précisément pour qu'il y ait autour de table non pas des actionnaires qui vont vouloir un retour sur investissement et des dividendes importants, mais des actionnaires de long terme qui ne regardent pas ce retour sur investissement, en tout cas dans l'immédiat, mais qui ont comme préoccupation exclusive l'amélioration de la qualité. Et donc, avec le management qu'on a évidemment complètement renouvelé, on a mis en place des indicateurs de qualité, notamment ceux que Victor Castanet citait, qui sont pertinents. Quand vous avez en effet un turnover élevé dans une entreprise, et particulièrement dans ce secteur, c'est bien le symptôme qu'il y a un problème. Lorsque vous avez des accidents du travail beaucoup plus nombreux et beaucoup plus graves que dans des entreprises ayant une activité comparable, ça veut dire qu'il y a un problème. Lorsque vous avez un taux d'encadrement qui est inférieur à la moyenne du secteur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans la prise en charge des patients et des résidents. On pourrait multiplier les exemples. Simplement, les entreprises comme la Maïf ou les organismes comme la Caisse des dépôts et consignations ne vont pas pouvoir racheter tous les EHPAD, toutes les cliniques, toutes les crèches et que sais-je encore de France. Alors évidemment, on compte beaucoup sur le développement de l'économie sociale et solidaire, qui précisément est dans une logique qui n'est pas une logique lucrative, ou en tout cas avec une lucrativité limitée, mais malheureusement, il y a des opérateurs purement privés dont l'objectif premier est évidemment la réalisation de résultats significatifs.
et donc, et ça fera l'objet, j'imagine, de notre débat, et je m'interromps, il faut bien sûr imaginer à la fois la définition de règles extrêmement précises, et sans doute plus précises et plus opérationnelles qu'elles n'existent aujourd'hui. Pourquoi pas une forme de contractualisation entre les pouvoirs publics et les entreprises en charge. On aura l'occasion d'en parler, je pense, une évolution des règles de gouvernance de ces entreprises-là, pour que, en effet, lorsqu'elles prennent en charge un intérêt général, leur gouvernance s'adapte à ce sujet. Mais on aura l'occasion de détailler ces mesures plus précisément. Merci Pascal Demurger. Du coup, je rebondis sur ce que vous disiez sur la question de la lucrativité, parce que vous posez aussi la question derrière du temps long et de ce qui fait finalement l'intérêt collectif et ou l'intérêt général à court, à moyen et à long terme. Est-ce que derrière, il n'y a pas effectivement cette question de quelle est la boussole finalement de l'entreprise demain, quelle doit être la boussole? Et du coup, je me tourne vers Benoît Hamon. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité? On sait que l'ESS, aujourd'hui, en tant que président de ESS France, on sait que l'ESS est présente même dans des secteurs où parfois on ne l'attend pas quand on la connaît mal. Est-ce qu'il y a des secteurs, pour toi, qui doivent sortir finalement d'une logique de profit, qui doivent avoir une autre boussole que la seule boussole du profit? Bon, bonjour, bonsoir à tous. Merci à Boris pour l'invitation. Je suis très heureux de revoir des têtes que je connais. Salut à tous. Et je pense que tu poses, Aurélie, la bonne question. En tout cas, il faut commencer par ça. Nous poser collectivement la question, et d'ailleurs une démocratie, une nation doit pouvoir se poser la question, dans quel domaine voulons-nous que les activités ne soient pas dictées principalement par la recherche du profit? Ou considérons-nous que la recherche d'un rendement sur le capital investi peut devenir une source de risque pour les usagers d'un EHPAD, les parents d'enfants en crèche, les parents ou la famille d'une personne en situation de handicap? Ça vous indique déjà une idée, mais dans quel domaine estimons-nous que la rentabilité du capital ou la recherche du profit incarne un risque? Et un risque qui pourrait toucher notamment à la dignité des personnes ou alors aux équilibres des grands écosystèmes naturels, à la pérennité du vivant, etc. Donc c'était déjà très intéressant de vous écouter, madame, sur la question des communs, parce que ce qui est intéressant avec la réflexion sur les communs, avant de répondre un petit peu sur l'ESS, c'est que les communs, c'est ni privé ni public, hein, parce qu'on considère qu'un bien public n'est pas forcément un bien correctement géré, ne serait-ce que si ce bien est rare et qu'on souhaite qu'il soit renouvelé et cédé aux générations futures. Parce que c'est ça, les communs. C'est l'idée que nous puissions laisser aux générations futures des communs qui sont des communs fragiles, l'eau, l'air que l'on respire, il y a même des communs immatériels. On voit bien qu'il y a des enjeux qui appellent en tout cas une réflexion qui échappe même au débat public-privé, sachant que la gestion publique n'est pas une garantie de laisser aux générations futures des biens qui soient des biens en nombre, en ressources suffisamment nombreux pour assurer l'habitabilité de la planète, le recul des inégalités, etc., etc. Bon, je mets ça de côté parce que ce qui m'intéresse, je vais être très honnête avec vous, c'est qu'est-ce que vous racontez en 2027 ? Je dis vous, nous, sur tous ces sujets. Partons de mettre les pieds dans le plat, mais on est à 14 mois d'une élection présidentielle. Moi, le mot démarchandisation, je l'avais dit d'ailleurs à Boris quand il a commencé à avancer sur ce sujet, je trouve que c'est un beau concept. Le risque, c'est que ce soit un mot qui chante plus qu'il ne parle. C'est que la musicalité, elle est chouette, quoi. On se dit, tiens, ça y est, on revient dans le dur, quoi. On va attaquer les choses sérieuses. Mais je dis, le risque, c'est qu'il chante plutôt qu'il ne parle, au sens où il faut que maintenant, il y ait un agenda. C'est quoi l'agenda d'une force démocratique et politique
qui veut démarchandiser l'économie. Parce que c'est là où j'ai une nuance avec Pascal, mais en fait, c'est pas un désaccord du tout. Mais peut-être une nuance, je sais pas, t'as pas poussé le raisonnement jusqu'au bout. Tu dis et tu affirmes que le temps où l'entreprise pouvait ignorer l'intérêt général est révolu. Ça, c'est un vœu. Parce qu'aujourd'hui, il se passe l'exact contraire. Alors on va dire, si je suis gentil, je ne dis qu'aux États-Unis d'Amérique, mais en réalité, on observe une forme de séparatisme d'une partie des élites politiques, économiques, médiatiques, qui ont décidé de prendre le chemin inverse et qui, eux, déroulent un agenda extrêmement concret. Aurore Lalucq qui reviendra peut-être après, mais avec des conséquences jusqu'aux conquêtes et acquis qui étaient celles de l'Union européenne. En matière de réglementation, on était allé plus loin, mais ces réglementations étaient des réglementations qui pensaient la régulation de l'économie, l'intérêt général. Alors on a dit CSRD, CS3D, tous ces sujets-là, mais il fallait encore aller plus loin. Donc on a un agenda qui est déroulé. Et donc, me semble-t-il, la question qui doit se poser est celle de notre agenda. Si demain, une force politique de gauche, si possible, dirigeait la France et considérait qu'il fallait mettre à l'abri un certain nombre de secteurs de l'économie des logiques de profit, quels seraient-ils et selon quel agenda et quelle méthode? Est-ce qu'il faut commencer dans certains secteurs à dire que seules des entreprises qui iraient chercher un bénéfice raisonnable qui serait défini dans la loi, pourraient s'y implanter? Faut-il réserver un certain nombre de secteurs aux acteurs privés non lucratifs et aux acteurs publics? Tous ces sujets doivent être sur la table et doivent faire l'objet d'une proposition, me semble-t-il. Et puis après, et c'est là où je suis d'accord avec Pascal, je pense que nous devons créer des alliances. En fait, la réalité, c'est que depuis déjà très longtemps, la puissance publique n'a plus le monopole de l'intérêt général. L'intérêt général, il est coproduit par des acteurs publics et privés, en particulier les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Il est coproduit, sauf que, en réalité, aujourd'hui, nous dialoguons, nous, avec des responsables politiques qui continuent à penser qu'ils ont le monopole de l'intérêt général. Et donc, il faut penser des stratégies de transformation de la société qui reposent sur cette coproduction, sur des espaces de délibération qui permettent de coproduire, pas simplement au moment de la préparation des programmes électoraux, mais tout au long de l'action publique et de l'action qui concourt à améliorer l'intérêt général, ou en tout cas à servir l'intérêt général. Et là aussi, on attend des modes d'emploi, des ambitions qui peuvent être celles des dirigeants politiques. Et enfin, si on veut démarchandiser, il faut que dans le débat public, on change aussi d'indicateur sur ce que sont les bonnes et les mauvaises politiques. Jusqu'à présent, et on a baigné là-dedans, y compris moi, dans le passé, les bonnes ou les mauvaises politiques, c'était la croissance et l'emploi. La bonne politique, c'était celle qui faisait de la croissance et des emplois à la clé, si possible. D'abord de la croissance et on verrait les emplois. Alors nous, on disait les emplois, mais en réalité, moi, j'ai pas vu, je le dis, quand j'ai été ministre, Najat passera tout à l'heure, j'ai jamais été sur 2 lois que j'ai faites, sur l'ESS et sur la consommation, jamais, dans une seule réunion interministérielle, on m'a posé la question, dans quelle proportion votre loi va-t-elle diminuer la pauvreté ? Dans quelle proportion votre loi va-t-elle concourir à améliorer le niveau d'éducation et de formation des personnes? Dans quelle proportion, etc., etc. Va-t-elle résorber les inégalités, améliorer la santé ou pas? On m'a demandé combien de déciles de croissance en plus ça allait faire et quels étaient les emplois qu'on espérait. Il est fondamental pour moi, et je pense que ça doit être posé dès le début, que les enjeux pour nous d'une bonne politique publique ne peuvent pas reposer d'abord sur les déciles de croissance que nous irons chercher, a fortiori quand cette croissance se traduit, dans un certain nombre de cas, par ce qu'on appelle des externalités négatives, mais en gros, de la prédation des écosystèmes naturels, et la prédation écologique et de la prédation des grands équilibres sociaux, notamment en matière de dignité, de vie décente, de travail décent, etc., etc. Donc voilà, bon, j'en donne quelques éléments, je reviendrai peut-être tout à l'heure là-dessus, mais ce que je crois qu'il ne faut pas rater, c'est que
je l'ai dit hier dans une réunion à laquelle Emmanuel Grégoire m'a invité. Pour résumer, les méchants aujourd'hui, ils sont très méchants, ils sont riches. Très riches. Donc il faudrait quand même que les gentils commencent à s'organiser un tout petit peu, si je peux me permettre. Et qu'ils ne commencent pas par dire « Ah, c'est moi le plus gentil, alors il faut être derrière moi ». Je le dis aussi, tout le monde aura compris. Et ça repose sur des alliances privées, politiques, ESS, économie conventionnelle. C'est là où Impact France, à mon sens, a compris quelque chose, parce qu'on aura besoin de locomotives. On a besoin de constituer ces coalitions et ces alliances, parce que sinon, on ne résistera pas longtemps. Et puis, évidemment, ces alliances sont aussi internationales et ne peuvent pas rester circonscrites au périmètre de nos vies françaises. Voilà. Et ce qui me permet de passer le micro à Aurore sur les questions européennes, n'est-ce pas ? Merci beaucoup pour cette magnifique transition. Aurore Lalucq, députée européenne. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, par rapport aux logiques de prédation, mais par rapport aussi aux équilibres ou aux déséquilibres en fait, mondiaux aujourd'hui qui viennent percuter finalement la capacité normative, régulatrice en fait, au niveau européen. On a parfois l'impression en fait, que l'Europe est de plus en plus démunie finalement en fait, dans les leviers qu'elle peut actionner. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a aussi beaucoup de choses ces derniers temps qui ont été abîmées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Nous dire aussi quel levier on a encore en main, qu'on peut actionner ? Et puis peut-être, est-ce que finalement, l'affaiblissement de la puissance publique européenne par, j'imagine ce que vous allez nous dire sur le plan plus politique, est-ce que ça repose de manière plus aiguë finalement le rôle de l'entreprise ou pas dans la recherche de l'intérêt général ? Déjà, bonsoir à toutes et à tous, et merci à Boris Vallaud, que je n'avais pas vu parce que je n'avais pas mes lunettes, mais comme quand les gens s'adressent à Boris, ils vont par là, je me dis qu'il est là. Je crois le deviner. Je vais être Allez, je suis toujours un peu en décalage en réalité aujourd'hui quand j'interviens dans les débats français, parce qu'en tant que présidente de commission, et juste pour vous raconter comment ça fonctionne, les présidents de commission au Parlement européen, ce sont eux qui font la loi. C'est-à-dire que c'est eux qui président les réunions de négociation à chaque fois qu'il y a une législation en cours, qui essaye de mettre les États, le Parlement européen et la Commission d'accord. Donc je suis en première ligne pour voir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de défaire. Et j'étais intervenue il y a quelques mois de cela aux Journées de l'économie autrement à Dijon, où je me sentais un peu en décalage parce que j'étais en train de prévenir qu'en fait, en réalité, on était en quasi-guerre. Et je crois que l'intervention au Venezuela, qui était parfaitement prévisible et prévue, et ce qui s'est dit sur le Groenland, et ce qui arrivera, à mon avis, à Cuba, n'a pas tout à fait démenti mes propos. Et là, j'avoue que je ressens, à vrai dire, la même chose. Mais je vais arriver à une conclusion où c'est pour dire que justement, on a besoin de tout ce que vous venez de dire là. Parce que, comme vous l'avez peut-être vu, par exemple, là, aujourd'hui, on discute dans les médias de la possibilité que Christine Lagarde parte plutôt de son poste de présidente de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce que ce sont les États membres, en réalité, qui font les décisions en Europe, la plupart du temps, et qu'on a un enjeu qui est de remplacer les top jobs. Pourquoi ? Parce que si jamais, en 2027, il y a une certaine force politique qui arrive en France, ben voilà, on ne sait pas qui sera à la tête de certaines institutions. Donc notre quotidien, c'est déjà en réalité faire face à des États membres qui sont dirigés par l'extrême droite, par un Parlement européen où il y a un tiers d'extrême droite, où il faut quand même réussir à maintenir le cordon sanitaire, ce qui demande de faire House of Cards 24 heures sur 24, avec une extrême droite, notamment celle d'Orban, qui vous prend à la carotide, parce que c'est des gens qui savent effectivement ce qu'ils veulent. Et ce qui fait que tout ce qu'on a réussi à faire au niveau européen ces dernières années, les réglementations dont tu parlais, mais aussi le fait, moi j'ai réussi à mettre en place avec la Commission européenne à la fin de mon mandat dernier, un fonds pour soutenir territoire zéro chômeur de longue durée. On a réussi à donner des droits aux travailleurs ubérisés. C'est l'Europe qui a fait ça, contre la France d'ailleurs, contre la France. Tout ça,
c'est en train d'être effectivement totalement détruit, totalement détricoté, et pas seulement à cause de la pression américaine, parce qu'en fait, au sein même de l'Union européenne, les forces en présence, les équilibres en présence ne sont plus les mêmes. On a une droite qui peut faire une majorité avec l'extrême droite quand elle veut au Parlement européen. Et donc, ça donne un détricotage de tout ce qu'on avait réussi à faire et qui n'était pas parfait au niveau européen sous le précédent mandat en matière de transition écologique, sur les critères ESG. Tout ça, mais je vais même vous dire, dans la commission que je préside, on n'en parle même plus. Je veux dire, même quand les députés écolos, et c'est pas du tout une critique, hein, c'est pour vous montrer l'état d'esprit, prennent la parole, on parle plus d'écologie. Ma dernière préoccupation, c'était de réussir à faire en sorte que le vice-président Frank Elderson de la Banque Centrale Européenne soit réélu. Et pourquoi c'était un enjeu alors que ça aurait dû passer crème? Parce que c'est quelqu'un qui a osé faire un truc absolument dingue, intégrer le risque climatique dans le sujet de la stabilité financière et de dire, bah, vous savez quoi, en fait, si on a un risque climatique, ça aura des conséquences sur la stabilité financière. Et ben, à cause de ça, il était la cible d'une partie de la droite et de l'extrême droite. Donc, en fait, on en est à là au niveau européen. C'est extrêmement compliqué. Et puis, par ailleurs, on a un enjeu, je le dis clairement, qui doit être qu'on doit être en économie de guerre. Pour pas être en guerre, on doit être en économie de guerre. Et en fait, l'économie de guerre, pour l'instant, ce sont des mots, et on ne le fait pas. Et on est en train de le payer durement, parce que tant qu'on ne sera pas indépendant en matière d'armement, en matière de numérique, en matière de système de paiement, on sera toujours entre les griffes de l'administration Trump. Et si on veut pouvoir être libre, mener nos politiques de transition écologique, protéger notre modèle social, avoir des possibilités de discuter de choses comme la démarchandisation, pouvoir remettre des concepts, des idées dans le débat public, il faut absolument qu'on arrive à se protéger. Et c'est pour ça que la question de l'économie de guerre, c'est pas du tout pour être va-t-en-guerre ou quoi que ce soit, c'est pour qu'on puisse se protéger et avoir les débats aujourd'hui qu'on a dans cette salle. Et c'est d'autant plus important qu'on se pose la question de est-ce que l'État peut-il tout? L'État ne doit pas tout, surtout dans le contexte actuel. Pour deux raisons. Déjà, moi, parce qu'en fait, en économie de guerre, il faut que tout le monde soit respecté, il faut que les corps intermédiaires soient respectés, il faut en fait que tout le monde aille dans le même sens. Et ça passe par du dialogue social. Donc tous ceux qui sont en train aujourd'hui d'opposer le fait de financer la défense européenne et la défense de notre démocratie, parce que c'est ça dont il s'agit, hein, et notre modèle social et le dialogue social, etc., ils ont faux. Le principe même et premier de l'économie de guerre, pour le coup, c'est d'avoir du dialogue social, c'est de renforcer les corps intermédiaires. Et ensuite, pourquoi on a besoin d'avoir quelque chose qui n'est pas géré par l'État et où le dialogue social, où la gestion des communs, etc., est respecté? Mais parce qu'en fait, il nous faut des contre-pouvoirs en réalité. Et il nous les faut de manière urgente. Parce que si on cède tout aujourd'hui à l'État, dans la situation actuelle dans laquelle on est, avec une droite qui va de plus en plus vers l'extrême droite et une extrême droite de plus en plus puissante, mais c'est même au-delà de tout ce qu'on dit. C'est vital d'avoir ça. C'est vraiment vital. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas que des discours utopistes, etc. C'est vraiment un besoin vital, en fait, que tout aujourd'hui ne soit pas entre les mains de l'État, notamment dans un pays aussi centralisé que la France. C'est vraiment essentiel. Et ensuite, je finis sur la question des entreprises. Effectivement, ce qui est très dur, et c'est ce que j'avais dit aux Américains quand ils m'avaient fait la leçon quand j'avais été les voir aux États-Unis, il y avait le corporate américain, en gros, qui me disait mais alors, vous, les Européens, vous avez un gros problème de compétitivité. Puis alors, vos législations sur la due diligence, sur machin, c'est très compliqué. Et je leur avais dit, bah, vous êtes mignons, mais le président de la République, le président des États-Unis que vous vous apprêtez d'élire, il va nous poser un peu plus de problèmes. Et vous allez voir que les droits de douane, ça va être légèrement plus compliqué à gérer que toutes les directives européennes à 4 lettres. Corporate America, tout le business européen aux États-Unis,
ne voulaient pas voir ce qui allait se passer vis-à-vis de Donald Trump. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient dans une logique de à court terme, on va payer moins de taxes, etc., etc. Je pense que le silence aujourd'hui de certains s'explique aussi par la peur. Parce qu'on a un Donald Trump qui, de temps en temps, arrête des chantiers quand ça lui plaît. Et en fait, la propriété privée n'est même plus respectée, des fois, aux États-Unis aujourd'hui. Ce qu'on voit en Europe, c'est absolument la même chose. Et c'est là où on a besoin d'entreprises qui ne voient pas que la maximisation du profit à court terme. Et on a besoin de leur voix. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur parce que la plupart du temps, elles ne sont pas écoutées. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs à la Commission européenne et aux États membres dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'on a écouté, à la fin des fins, quoi? Allez, je vais être caricatural, certains grands pétroliers et énergéticiens, français notamment. On a écouté certains producteurs allemands. On a écouté, mais dans tous les pays, on peut les citer. Il n'y a pas que l'Allemagne et la France. Et on n'a pas écouté, pour le coup, les entreprises qu'on aurait dû soutenir et qui font en réalité l'avenir de notre continent. Parce que l'avenir de notre continent, c'est pas les énergies fossiles, c'est pas le profit à court terme, c'est autre chose. C'est vraiment pour ça que la voix d'entreprises qui ont l'intérêt général chevillé au corps, en ce moment, plus que jamais, c'est vraiment absolument essentiel. Donc je commence en vous disant c'est horrible, c'est la fin du monde, etc. Et je finis pour vous dire le pire n'est jamais certain et on a besoin de vous plus que jamais. Voilà. Merci Aurore. Alors j'ai été une extrêmement mauvaise gestionnaire du temps. Ouais. Mea culpa. Voilà, en même temps, quand ça se passe comme c'est prévu, on est toujours déçus, donc c'est pas grave non plus. Du coup, je vais faire différemment de ce que j'avais envisagé. Je vais vous poser à tous une même question, avant de vous donner à chacun la parole pour un mot de conclusion. Du coup, la réponse à la même question, je vous demande vraiment de faire extrêmement court. Si on dit que l'État ne doit pas tout, ne peut pas tout, et qu'en même temps, il y a un affaiblissement de la puissance publique dans sa capacité finalement à encourager les entreprises à être plus responsables, comment on crée cette coopération et cette alliance dont plusieurs d'entre vous ont parlé, entre l'État et le monde économique, pour arriver à remettre les biens communs au cœur des enjeux collectifs. Vous avez 2 minutes. Ah, pas de chance. Plusieurs choses. D'abord, on a commencé à l'évoquer. Hein. Évidemment, il faut des règles du jeu relativement claires et avec des critères d'appréciation de la qualité de l'intervention des entreprises qui ont en charge des biens communs ou un intérêt général qui soient extrêmement précis. Je ne reviens pas dessus, je pense que c'est assez établi. Ensuite, je pense qu'il y a place pour une forme de contractualisation entre l'État et ses entreprises, soit par secteur, soit même en fonction de leur taille, avec les entreprises elles-mêmes. Je vais prendre un exemple qui est, précisément, je reviens sur l'exemple des EHPAD. Ouais, alors j'accélère. L'exemple des EHPAD. Un des problèmes des EHPAD, les EHPAD sont financés en partie, et en partie substantielle, par des subventions de l'État, tout simplement pour couvrir les frais de santé. Hein, et le reste, c'est couvert par le chiffre d'affaires des établissements. Il n'y a pas de revalorisation de la partie subventionnée par l'État. Ce qui veut dire qu'on est dans une paupérisation croissante du secteur des EHPAD. Et donc, c'est ce que disait Castanet, ça se ressent sur la qualité, il n'y a pas de secret. Moi, je pense qu'il y a un deal possible sur, d'un côté, un engagement des pouvoirs publics disant oui, il y aura une revalorisation en fonction de l'inflation de ce que l'on va donner aux EHPAD. En revanche, il y a des contreparties. Des contreparties, bien sûr, sur le niveau de qualité. Des contreparties, pourquoi pas, sur le niveau de lucrativité. Parce que c'est normal. Quand on prend en charge une activité qui est une activité dans le domaine de la santé, dans le sanitaire, dans la dépendance, dans que sais-je, eh bien oui, il est normal que le niveau de rentabilité ne soit pas le même que dans un domaine purement commercial. Évidemment, pas une lucrativité trop limitée parce qu'il y a besoin d'investissement et donc il y a besoin d'investisseurs, mais il y aura toujours
notamment des investisseurs institutionnels, qui auront besoin, s'il y a de la visibilité de long terme, si l'État s'engage sur le long terme, si moi on me dit oui, l'État a signé pour 10 ans sur une indexation annuelle des subventions versées aux EHPAD, moi je me dis au fond en tant qu'investisseur institutionnel, oui, je peux avoir intérêt à investir dans un secteur qui du coup est sécurisé, compte tenu à la fois de la démographie et de cet engagement, et qui a une moindre rentabilité, mais en termes de résilience, c'est beaucoup plus fort. Dernier point, je pense que ces entreprises, par ailleurs, ne doivent pas être gérées complètement comme des entreprises classiques. Et en particulier, et pour cela, il faut faire monter dans la gouvernance de ces entreprises, dans les conseils d'administration de ces entreprises, la voix des différentes parties prenantes, la voix des patients résidant en EHPAD, la voix des parents d'enfants en crèche, c'est-à-dire concrètement 2-3 places d'administrateurs pour le monde des associations représentant ces secteurs-là, pour faire entendre une autre voix que celle simplement des actionnaires, et donc avoir un autre regard que celui simplement de leur intérêt financier. Moi, je dirige depuis 17 ans une mutuelle dont le conseil d'administration est très principalement composé tout simplement d'élus des sociétaires, c'est-à-dire de représentants des consommateurs. Et ça change tout dans la gouvernance, parce que le regard n'est pas le même, parce que l'intérêt porté à la qualité versus la rentabilité est complètement différent, et ça fait partie, je pense, des règles presque culturelles qu'il faut faire évoluer dans ce secteur-là. Merci à vous. Je regarde l'heure. Ok. C'était plutôt un beau mot de conclusion en même temps, non, sans vouloir... Alors si je peux rajouter un mot de conclusion, je pense qu'il y a un critère qui est complètement essentiel, c'est le sujet de l'horizon de temps. Tant que les entreprises seront gouvernées avec des objectifs de court terme, tant que les politiques publiques seront décidées avec des objectifs et une vision de court terme, on n'arrivera à rien. À partir du moment où on s'accordera sur, en effet, des objectifs de long terme et des engagements réciproques de long terme, alors là, on pourra commencer à construire des choses sérieuses. Merci à vous. Myriam, je te donne la parole. Merci. Je vais rebondir effectivement sur cette idée. Alors, répondre à la question, bien sûr, poser l'État doit-il tout et comment peut-il travailler avec les entreprises, mais rebondir aussi sur l'idée de contre-pouvoir en même temps. Pour pas m'éterniser, je vais donner aussi 2 exemples. Le premier, c'est là que je trouve très intéressant, et avec un collègue qui est présent dans la salle, on avait travaillé sur ce sujet, sur la campagne des dévendeurs de l'ADEME. Quand l'ADEME, qui est un établissement public rattaché à l'État, lance une campagne des dévendeurs pour venir dire aux gens, voilà, on fait une campagne publicitaire pour alerter sur la sobriété, la nécessité de consommer moins et effectivement de privilégier parfois la réparation, le réemploi, la réutilisation, et que cette campagne crée une crise à Bercy parce qu'en même temps, on est en train de préparer le Black Friday et qu'on ne peut pas envoyer 2 messages depuis l'État, c'est-à-dire d'un côté, on démarchandise, on dévend, et de l'autre, non, consommer, parce qu'on met en place ça pour aider les entreprises françaises. Je trouve que cette crise, on va appeler ça cette petite crise qu'il y a eu entre les ministères, entre le ministère de la Transition écologique et de l'économie, elle est assez symptomatique des difficultés qui entourent les questions des biens communs du point de vue de l'État. Et donc, effectivement, et ça va être bien sûr un point de vue de juriste, la réponse, elle vient peut-être d'ailleurs, et on va reparler des contre-pouvoirs, et tout de suite, ça me fait penser aux juges. Et le contentieux climatique, je pense, a été aussi assez emblématique de la façon dont la société civile a essayé d'emprunter de nouvelles voies pour justement demander plus de gestion ou plus de protection du bien commun que peut être le climat. Alors, ça a donné ce que ça a donné, évidemment, une décision qui oblige l'État à prendre toute mesure utile. Ça peut rester assez vague à bien des égards, ça n'a pas toujours été suivi d'astreinte, dans certains cas oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Néanmoins, il reste quand même que ça a été un exemple de recours à une autre entité que l'exécutif pour demander plus de protection. Et ça, c'est assez intéressant, et le juge peut être amené à jouer un rôle considérable. Alors là,
je dois quand même dire que le Conseil d'État récemment a un peu fermé cette voie qui a été voilà, un peu auquel de nombreuses associations ont eu recours, puisqu'on a eu l'affaire Justice pour le vivant sur les pesticides, il y a eu des affaires donc, en matière de biodiversité, enfin voilà, ce qu'on appelle le contentieux en carence aujourd'hui, c'est un peu développé. Le Conseil d'État, dans une décision de 2025, One Voice a un peu refermé la porte en disant je ne vais pas toujours condamner l'État, je ne m'immisce pas dans les politiques publiques. Donc il a un peu sorti la carte politique publique en disant principe de séparation des pouvoirs, ce n'est pas moi qui vais toujours obliger l'État à agir mieux ou plus, enfin l'exécutif en l'occurrence. Mais néanmoins, ça a été un exemple intéressant et qui pourrait, donc pour rebondir sur ce qu'on disait, et qui, d'ailleurs c'est déjà le cas, se répercuter devant le juge judiciaire, qui lui aussi, à la demande de la société civile, va venir contraindre des entreprises. Donc évidemment, c'est pas la forme d'action la plus conciliante et celle qu'on souhaite privilégier, mais c'est vrai que pour les acteurs qui ne prennent pas suffisamment en compte l'intérêt général ou la nécessité de protéger des biens communs pour les préserver, pour les transmettre, il reste bien sûr la voix du juge et l'action du législateur. C'est-à-dire ces actions, elles peuvent être volontaires, mais elles peuvent être aussi contraintes si c'est nécessaire. Donc l'État ne peut pas tout, mais il peut quand même faire quelque chose de ce point de vue-là. Merci Myriam. Aurore, du coup, je me retourne vers vous parce que alors déjà pour voilà, la réponse à la question et le petit mot de conclusion, mais aussi parce que ça repose la question dont vous parliez tout à l'heure, qui est la question démocratique finalement aussi là, la question du contre-pouvoir. Et pour moi, pour mettre en place tout ce que Pascal a dit et avec lequel je suis entièrement d'accord, en fait, il faut bien voter. Je pense que vous avez compris quel est le problème qu'on a au niveau européen. Là, je parle qu'à l'échelon européen, mais je peux parler aussi en tant que coprésidente de Place Publique au niveau français. Il faut bien voter. En fait, tant qu'on n'aura pas une majorité ou le pouvoir pour mettre en place tout ce qui est frappé du coin du bon sens, qui a été dit par Pascal, et qui par ailleurs correspond à mon sens à une attente des citoyens par ailleurs. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une prise de parole de certaines entreprises qui est bien trop forte en réalité, qui est démesurée. Je le vois bien au niveau européen, il y a des choses qui ont été faites où on a en réalité pénalisé un très grand nombre d'investisseurs, à mon sens, ce qui est terrible pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on a privilégié des industries qui, en réalité, n'ont plus beaucoup d'avenir. La question, par exemple, de l'industrie allemande, mais c'est pas pour flécher uniquement, parce que je sais que je connais le côté German bashing et je n'aime pas trop ça, mais la question, par exemple, de l'automobile en Allemagne, c'est pas d'arrêter la transition écologique ou de négocier les droits de douane avec les États-Unis de telle ou telle façon qui va la sauver. Non, c'est pas ça. C'est qu'elle doit passer à une étape supérieure. Donc, enfin, comment dire, il faut absolument réussir à faire entendre cette voix. Et pour ça, il n'y a pas de solution miracle. Il faut qu'on réapprenne quelque chose qu'on a oublié, à mon sens, c'est qu'il faut qu'on se batte matin, midi et soir sur absolument tous les sujets, qu'on fasse entendre nos voix, qu'on fasse entendre une autre voix, parce qu'en politique, on gagne d'abord la bataille culturelle pour pouvoir gagner ensuite les élections. C'est comme ça que ça fonctionne après. Le reste, après, c'est de l'incarnation. Et c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. Pour vraiment mettre en place tout ce qui a été dit, il faut absolument qu'en 2027, on vote correctement, à mon sens, dans ce pays. Sinon, en fait, on n'y arrivera pas. Tout ce qui a été dit là et qui est essentiel, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc ça ne demande pas 2 minutes, en fait. On n'est pas si mauvais. Si. On n'est pas si mauvais. Non, moi, ce que je retiens aussi, avant de donner la parole à Benoît pour la question et le petit mot de conclusion, c'est aussi, et j'imagine que Pascal Demurger le vit au quotidien à la Maïf, mais c'est aussi quand même l'idée que si on ne remet pas les biens communs au cœur des enjeux collectifs, en fait, ça reste de toute façon des dépenses de court terme qui deviennent de plus en plus de court terme. C'est-à-dire que la prise en compte du long terme devient nécessaire parce que c'est de la dépense de court terme aujourd'hui. Sur ce, Benoît, je te laisse la réponse à la question et un petit mot de conclusion. Et tu as moins 1 minute. Ouais. Merci. Bon, sur la répartition entre ce qui peut relever de l'État et ce qui peut relever de l'économie, y compris de l'initiative citoyenne. Prenons un sujet, la souveraineté nationale.
La souveraineté nationale, elle ne repose pas simplement sur le fait d'être capable d'avoir une industrie d'armement qui soit une industrie d'armement franco-française. La souveraineté nationale, c'est plus d'entreprises coopératives. Parce que ce sont des entreprises qui ne délocalisent pas, qui sont ancrées sur les territoires. Et plus vous aurez d'entreprises coopératives, plus vous garantirez une économie souveraine dans bon nombre de domaines. Au passage, l'industrie de défense en France, c'est 40 milliards d'euros. Les coopératives en France, c'est 384 milliards d'euros. Voilà, je repose là. L'industrie de défense, c'est 40 milliards d'euros. Les budgets des associations, c'est 120 milliards d'euros. Donc, il y a des ordres de grandeur. Les startups, c'est 25 milliards d'euros françaises. Donc voilà, des fois, on n'a pas l'impression qu'on accorde autant d'attention qu'on le devrait à un certain nombre de secteurs qui pèsent économiquement. La deuxième remarque, c'est que, pour rebondir sur l'idée de l'économie de guerre, ou plus généralement d'une situation où la guerre redevient possible, la France ne se défendra pas correctement si elle n'est pas capable de préserver l'essentiel. L'OIT a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale et s'est relancée avec la déclaration de Philadelphie après la Deuxième Guerre mondiale en posant que la justice sociale était le moyen d'éviter la guerre. Or, aujourd'hui, nous souffrons de l'injustice sociale et du fait que des pans entiers du territoire sont livrés à eux-mêmes. Donc, travailler à la cohésion sociale dans les quartiers politiques de la ville ou dans les territoires ruraux sera un ingrédient de l'unité nationale, donc de la capacité que nous aurons demain à nous mobiliser si nous étions menacés. Troisième remarque, il manque un outil d'investissement. La BPI France ne fait pas son travail, tout le monde le sait. Nous avons aujourd'hui besoin d'un investisseur en capital patient. Cet investisseur manque. Pourquoi ? Parce qu'on demande aussi à BPI France, dans ses doctrines d'investissement, de remonter des dividendes qui vont au budget de l'État. Parce que les temps sont durs et on lui demande de faire ça. Et il nous manque cet outil-là. Et puis dernière chose, là où on a besoin de l'État, je crois que Najat va parler après, hein, mais il y a un domaine dans lequel on a besoin d'une initiative politique et publique, c'est qu'à un moment où l'intelligence est attaquée, à un moment où la science est attaquée, à un moment où certains font reposer la perpétuation d'un modèle en tout cas d'un modèle de domination sur l'abrutissement des individus, la grande priorité sur laquelle l'État doit reprendre la main, c'est un grand investissement dans l'intelligence humaine. Parce qu'il n'y aura pas de contrôle de l'intelligence artificielle si on ne réinvestit pas dans l'intelligence humaine. Donc la question du contrat entre l'école et la nation doit être au cœur de tout projet politique qui vise à reprendre la main sur notre futur. Et s'il n'y a pas ça, le reste comptera peu. Et surtout, a fortiori, parce que, là encore, je reviens sur les méchants, ils ont fait de l'intelligence humaine une cible, et que l'extrême droite a toujours fait de l'éducation et de l'intelligence des femmes et des hommes une cible à abattre. Donc, je crois que si l'État, en tout cas, on doit se reconcentrer sur ce qu'il doit faire, c'est bien aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, dire, nous, notre priorité, c'est d'investir dans l'intelligence humaine. Merci à tous les quatre. On avait démarré avec 5 minutes de retard. Honnêtement, on n'est quand même pas trop mauvais. Merci à tous les quatre.